une alimentation équilibrée pour assurer une grossesse sans problème et une naissance dans les normes. Alors, les objectifs, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comprendre comment s'adapte la physiologie de la grossesse aux modifications des besoins nutritionnels de la mère et de l'enfant, de reconnaître les principaux besoins nutritionnels pendant la grossesse, d'essayer de gérer l'association Ramadan avec la grossesse, les indications de la supplémentation et donner des orientations pour équilibrer et adapter l'alimentation. Donc, en général, comme je viens de le dire, le métabolisme de la grossesse, il y a une dépense énergétique, donc il y a une augmentation des besoins par une augmentation du métabolisme de base. Donc, le corps de la femme a besoin de produire plus de tissus pour former le nouvel être qui est l'enfant, mais aussi des besoins, des dépenses spécifiques qui sont la rétention de lipides et de protéines chez la mère et l'enfant. Donc, finalement, le corps de la mère va travailler pour deux personnes. Ces besoins énergétiques pendant la grossesse, en moyenne, ils sont de 2000, en dehors de la grossesse, ils sont de 2100 kilocalories. Il augmente, donc l'augmentation moyenne des besoins en calories. Donc, au premier trimestre, on passe à 2170, au deuxième trimestre à 2360, mais au troisième trimestre, ça augmente de 500 kilocalories, donc elle passe à 2600. Ça veut dire au troisième trimestre, elle a vraiment besoin de beaucoup plus d'apport. La prise de poids pendant la grossesse, maintenant c'est important aussi de considérer ce paramètre parce qu'en général et en moyenne, il est recommandé de ne pas dépasser les 12 kilos. Les 12 kilos et vous voyez que la prise de poids va être corrélée et en relation avec le poids initial de la patiente. Ça veut dire plus elle est maigre, plus on va autoriser qu'elle prenne un demi-kilo par semaine, mais plus elle est en surpoids et en obésité, il ne faut pas qu'elle prenne beaucoup de poids puisqu'elle a beaucoup de réserves et on ne va pas tolérer une augmentation plus de 0,2 kg par semaine. Donc 0,2 kg, vous le multipliez par 4, ça fait 800 grammes. Vous lui multipliez par 9, et bien 8 fois 9, c'est 73. Ça veut dire 8 fois 9, oui, c'est 72. Et donc, elle va prendre environ 7 kilos pendant la grossesse. Les risques liés au gain important ou à l'anomalie de prise de poids pendant la grossesse, c'est que si elle prend beaucoup de poids, on va aller vers les problèmes de prééclampsie, de césarienne, de complications de travail, de macrosomie, d'hypoglycémie néonatale, d'hyperbilirubinémie et elle garde cette obésité par la suite. Et au contraire, si elle perd du poids ou elle ne prend pas assez de poids pendant la grossesse où elle est en restriction, là, il y a risque de prématurité, de retard de croissance et de petit poids de naissance. Donc, quels sont les besoins nutritionnels pendant la grossesse? On va voir rapidement que les besoins en macronutriments, en lipides, ils sont d'environ 40% de l'apport énergétique. Donc, il faut qu'elle prenne entre 97 et 100 grammes de lipides par jour. Pardon. Et cette augmentation, il faut qu'elle soit aussi en qualité. Ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne des acides gras polyinsaturés, de l'oméga 3 et consommer plutôt de bonnes graisses comme le poisson et les graisses animales, mais polyinsaturées. Le rôle de ces lipides, il est très important pour l'énergie, pour structurer les tissus de l'enfant et de la mère, pour l'absorption des vitamines et c'est des précurseurs pour les hormones. Donc les lipides, c'est très important qu'elle ait des apports lipidiques pendant la grossesse, du beurre, de l'huile d'olive, pas les polyinsaturés, pas les saturés et les huiles industrielles. Pour le développement de fœtal, les acides gras polyinsaturés et les oméga 3 surtout, c'est très important pour l'enfant, mais alors c'est très, très, très important pour le développement du cerveau et du fœtus, le développement cognitif, moteur, diminue le risque de prématurité et surtout pour le développement neurosensoriel et éviter ce spectre autistique
qui est actuellement lié directement à la consommation de la qualité de la consommation des gras pendant la grossesse. Donc, c'est important qu'elle ait des graisses de bonne qualité pendant la grossesse. Pas les fritures, pas ceci, mais des graisses de bonne qualité. Alors, comment et où on va trouver ces gras, ce gras-là? C'est le poisson gras, donc la sardine, le saumon, les huiles végétales, pas n'importe lesquelles, pas de l'huile de table, hein, mais du lin, de l'huile de noix, de l'huile d'olive, d'accord? Et les fruits secs qui sont gras, comme la noix, les grains de chia, les amandes, les cacahuètes, tout ça, ça apporte de la graisse qui est de bonne qualité. Donc, il faut favoriser les acides gras insaturés et limiter les acides gras saturés comme la charcuterie, pardon, les fritures. Le beurre, on peut en prendre, mais pas la margarine. C'est-à-dire là, le beurre industriel, il est proscrit. Et éviter surtout les acides gras trans, ça veut dire tout ce qui est transformé et les ultra transformés de l'industrie. Donc voilà ce qu'il faut privilégier, ce type d'aliments, consommer de façon modérée tout ça, n'est-ce pas? Et puis à ne pas oublier tout ce qui est à grains, c'est très important, l'huile d'olive, les amandes, les cacahuètes, les grains de chia, l'avocat. Et voilà ce qu'il faut éviter, ça veut dire tout ce qui est industrialisé et tout ce qui est transformé. Ça, c'est très mauvais pour la femme. Non seulement que ça ne va pas l'aider, mais en plus, c'est très mauvais pour l'enfant. Donc, c'est très mauvais. C'est comme si on lui donnait un truc qui va être à l'origine de troubles par la suite. Les glucides. Les besoins ne sont pas augmentés par rapport à la population générale. Elle n'a pas besoin de prendre trop de sucre. Donc, en général, c'est 40 à 55% de l'apport général et surtout, privilégier les glucides à index glycémique bas pour éviter le pic d'hyperglycémie en postprandial. Donc, il faut prendre beaucoup plus des sucres longs. Ça veut dire pas de sucreries, pas de confiserie, pas de confiture, pas trop. Bon, mais pas ce genre de consommation de sucre. Alors, le rôle, bien sûr, c'est que c'est un apport énergétique pour le fœtus. Le glucose est très important parce qu'il a il a un transfert facile et facilité par le placenta et c'est la source d'énergie numéro un pour l'enfant. Et au troisième trimestre, une insulinorésistance physiologique va s'installer pour favoriser justement ce transfert. Par contre, le choix de glucides est très important pour ne pas avoir ce pic hyperglycémique en postprandial. Donc, en général, voilà ce qu'il faut faire. Donc, index glycémique élevé, eh ben voilà, toutes les sucreries, tous les sodas, la pomme de terre aussi, mais les pâtes, la farine blanche, le riz. Après, vous avez les index modérés, c'est les légumineux, c'est-à-dire les légumes et le sucre blanc, les aliments peu transformés. Par contre, l'indice glycémique bas, c'est les fruits, c'est tout ce qui est pommes, poires, oranges, et puis les lentilles, les haricots et tout ça. C'est des sucres, mais c'est des sucres plutôt avec un index glycémique qui est bas. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas de pic après la nourriture. Les protéines sont très importantes. Il faut en consommer environ 60 grammes par jour, donc 10 à 12%. Les besoins augmentent surtout au troisième trimestre et leur rôle, c'est participer à la croissance fœtale, la synthèse des hormones et le maintien de l'immunité de la mère. Où est-ce qu'on va trouver ces protéines? Donc, les protéines animales complètes. Donc, on va aller sur celles qui sont riches en acides aminés essentiels, comme les viandes maigres, la volaille, les œufs, surtout. Les œufs sont très importants. Et les protéines végétales, moins complètes, celles-là, c'est les légumineuses. Donc, le tofu, les lentilles, les pois, le quinoa. Bon, il y en a qui en consomment. Et association végétarienne utile, il faut mettre quand même les céréales avec les légumineuses, par exemple le riz ou les lentilles. On ne prend pas que des légumes. Les besoins en eau, c'est très important et c'est fondamental, surtout qu'on va parler du mois de Ramadan.
Les besoins hydriques sont très importants pendant la grossesse et il augmente de 300 millilitres par jour par rapport à la population. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne environ 2 litres par jour. Donc, vous allez me dire, qui va prendre 2 litres par jour? En général, il faut au minimum 2 litres par jour. 1 litre, il va être apporté par les aliments, par tout ce qu'elle va prendre, le lait, les soupes et tout ça. Mais environ 1 litre à 1 litre et demi doit être apporté directement par de l'hydratation. Donc, en général, voilà comment il faut supplémenter ou conseiller la patiente quotidiennement de l'eau sous forme de jus, sous forme d'infusion, d'eau. Ensuite, plusieurs fois par jour, des fruits et des légumes variés et divers. Quotidiennement, du pain complet, beaucoup plus, des pâtes et du riz, mais voilà, avec un index bas. Quotidiennement aussi du gras donc sous forme de crème, de lait, mais aussi de huile d'olive et de fromage. Hebdomadaire, donc 1 à 2 fois par semaine, manger plusieurs fois par semaine des œufs et du poisson. De temps en temps, on se permet les mayonnaises et les sauces et plus rarement les confiseries. Et quand elle doit prendre du chocolat, il faut privilégier le chocolat noir. C'est très important, ça détend, il y a du magnésium dedans, c'est très bon. Maintenant, les micro-aliments, ou nutriments, pardon. Vous avez les vitamines B9, acide folique et les folates, très très important. C'est hyper important puisque l'OMS donc recommande pour l'acide, donc pour les folates, plus de 400 nanomillilitres par jour, donc pour prévenir surtout les anomalies du tube, de la fermeture du tube neural. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est installé, mais il faut tout le temps penser à supplémenter les patientes. Le rôle de ces folates, on l'a dit, c'est la synthèse de l'ADN, c'est le développement du système nerveux embryonnaire et la fermeture pour éviter le spina. Les sources alimentaires, eh ben, c'est les légumes verts à feuilles, les épinards, la salade, les brocolis, tout ce qui est vert. Les légumineuses, ça veut dire pois chiches, lentilles, haricots secs. Les fruits, surtout les agrumes, mais actuellement on est en plein saison d'agrumes. Et puis, parfois, on peut conseiller à la patiente de prendre un petit peu de foie, bon, si c'est la saison, si elle croise l'aide lekber, ou si elle en a envie, on ne va pas la priver, et puis des céréales enrichies. Le folate naturel est moins bien absorbé que le l'acide folique synthétique. Ça, c'est une vérité. Et la cuisson excessive va détruire. Ça veut dire que l'aliment qu'on va avoir, les lentilles, les pois chiches, une fois qu'ils prennent une cuisson à la cocotte bien pour qu'ils soient doux et consommables, eh bien, ils perdent l'acide folique. Ça veut dire qu'il faut supplémenter les femmes en acide folate. Donc, la supplémentation, dose standardisée, en général, c'est autour de 400 à 800 microgrammes par jour pour 5 milligrammes par jour en cas de haut risque. Et bon, c'est autour de 5 milligrammes par jour. Donc, les VC faits démontrer, c'est bien entendu la diminution du risque de malformation du tube neural et la diminution du risque de prématurité, de fausse couche et de fente labiale et palatine chez l'enfant, avec toujours ce meilleur développement cognitif chez l'enfant, le langage, l'intelligence, l'apprentissage, la communication. Tous ces problèmes qu'on est en train de voir chez les enfants maintenant peuvent être diminués par la consommation de folate. Maintenant, on arrive au vif du sujet. Ramadan avec la grossesse. Qu'est-ce qu'on va dire à nos patientes? La première question, rien de somme mensonge. Bon, somme mensonge, ça, c'est pas moi. C'est vrai qu'elles vont vous dire, moi, je préfère une somme, باش ما نرجعش ou la باش ceci. Ça, c'est pas nous. ترجع ما ترجعش, il y a des gens pour ça qui veulent, qui peuvent. Nous, ce qu'on peut dire, c'est comment elle peut manger et si elle veut ou si elle peut faire Ramadan, comment il faudrait qu'elle mange. Donc, le jeûne avec la grossesse, c'est important puisque elle va rester une période. Bon, maintenant, c'est pratiquement 12 heures. Mais il y a des Ramadan où c'est 12 heures, 15 heures, 16 heures, il fait chaud, c'est différent. Ce jeûne, il est en fonction des conditions, de la saison. Donc, jeûner au mois de janvier ou de février, c'est pas la même chose que jeûner au mois de juillet ou d'août. Les conditions ne sont pas les mêmes.
la température n'est pas la même et la durée du jeûne n'est pas la même. Ça dépend aussi de l'âge de la grossesse. Est-ce qu'elle est au premier trimestre? C'est vrai qu'au premier trimestre, les besoins énergétiques ne sont pas importants en quantité, mais ils sont importants en qualité, puisque c'est là où va se définir la fermeture du tube neural, la structure du cerveau. Tous les systèmes vont s'installer au premier trimestre. Et n'oublions pas qu'au premier trimestre, elle peut avoir des signes sympathiques, elle peut avoir des nausées, des vomissements, des pertes d'appétit. Donc, la régularité dans l'alimentation n'est pas la même. Donc, si en plus, quand elle se réveille la journée, elle ne peut pas manger parce qu'elle somme, elle vomit, on peut pas qu'elle ne peut pas manger la journée. Tout ça, c'est des trucs à considérer parce qu'il y a des femmes, quand vous leur parlez, elles vous disent, mais finalement, on enchaîne presque 2 jours sans manger. Le troisième et le deuxième trimestre, les besoins énergétiques sont très importants parce que c'est le moment où ça s'installe toutes les fonctions, puisque les organes se forment, toutes les fonctions du fœtus se forment et la mère doit fournir en qualité et après il va gagner en masse et là il faut qu'elle fournisse. Donc c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai fait le rappel par rapport à la prise de poids parce qu'elle peut ne pas prendre de poids et si elle ne prend pas de poids, c'est pas normal. L'association à une GHR, elle peut faire une hypertension, un diabète, une anémie, elle peut vomir, elle peut faire des problèmes autres que les problèmes enfin, de la population générale. Donc, tous ces problèmes-là sont à considérer enfin, dans le mois de Ramadan. Donc, il est important qu'il y ait une alimentation équilibrée et une supplémentation. L'hydratation, c'est très important. Pourquoi? Parce que on peut lutter contre la faim, pardon, mais l'hydratation, c'est quelque chose on ne mesure pas les dégâts. C'est-à-dire qu'on a vu que la femme doit prendre entre 2 et 2 litres par jour. Donc, si en plus elle sort, elle transpire, elle marche, elle parle, et si c'est hyperventile et elle perd il y a des pertes insensibles en eau. Donc tout ça va faire que donc tout ça va faire que son métabolisme va se faire en déshydratation et la déshydratation et l'hypoxie vont aller mener son métabolisme en acidose. Alors, comment on va recommander à ces femmes? Qu'est-ce qu'on va leur dire? D'abord, il est recommandé de prendre 2 repas principaux donc, le ftor, mais aussi sahur. Si il a ce c'est pas possible. Donc, il est important qu'elle ait ces 2 repas complets avec 2 autres collations entre les deux, avec un intervalle de 2 heures entre chaque repas. Donc, il faut qu'elle mange au moment d'al-iftar, mais 2 heures après, il faut qu'elle mange. Ensuite, il faut qu'elle mange ensuite 2 heures après. Et ensuite, al-sahur, il faut qu'elle mange. Donc, il faut qu'elle ait les 2 repas et qu'elle ait les 2 collations. Il faut éviter de rompre le jeûne avec des boissons café vert. Ça veut dire il ne faut pas prendre des excitants. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut conseiller aux patientes de commencer leur repas avec un verre de lait chaud ou avec une soupe légère, prendre des dattes, beaucoup de dattes, 3 dattes au minimum à l'fطور, mais aussi ne pas oublier les dattes pendant la soirée. Après la prière, pourquoi je vous dis après et avant? Parce qu'il faut fractionner. Il faut qu'il y ait, il faut fractionner le repas. Il ne faut pas qu'elle mange tout à la fois parce qu'elle risque de vomir. Il ne faut pas qu'elle mange peu et elle s'oublie. Donc, composer surtout une assiette équilibrée qui comprenne tous les groupes d'aliments que je viens de vous citer en quantité équivalente à ce qu'elle mangeait lorsqu'elle ne faisait pas, c'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire, في الفطار, c'est-à-dire quand elle n'était pas en situation de Ramadan. Donc, il faut qu'elle compose une assiette euh, équilibrée qui équivaut le déjeuner des jours de non-jeûne. Ça veut dire un repas complet. Il faut qu'elle prenne un repas complet et qu'elle évite certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sodas, les jus de fruits, qu'ils soient naturels ou conservés, sont à éviter. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent provoquer une augmentation brutale de la glycémie.
Donc, tout ce qui est soda, tout ce qui est avec des bulles, avec des gaz, tout ce qui est acide et les jus chargés, ils sont à éviter, surtout ceux qui sont sucrés. Il faut éviter de commencer le ftor avec des boissons trop froides. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose de tiède ou de chaud. Il faut qu'il y ait une température ambiante ou tiède à l'alimentation pour éviter les crampes abdominales. Les crampes et les inconforts abdominaux peuvent être provoqués par ces repas glacés. Il faut retarder ce sahur. Il ne faut pas qu'elle sahara à 2 heures du matin. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'elle se réveille juste avant le fajr. Donc, il faut qu'elle repousse à la dernière heure avant l'imsek afin de diminuer cette sensation de faim pendant les longues heures du jeûne et puis qu'elle prenne des aliments avec c'est-à-dire au lieu de prendre du pain, on prend du pain complet. Au lieu de prendre de la pomme de terre, on prend du riz ou de la banane ou des aliments qui durent, qui ont une consommation moins rapide que certains autres aliments. Donc, il est recommandé de prendre, donc, comme je vous ai dit, suhoor, tous les groupes alimentaires de base en quantité équivalente, comme si qu'elle prenait un dîner. Ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne tous les composants, même, c'est-à-dire, il faut leur dire, il faut se réveiller pour ne pas manger tout à la fois et rapidement, et puis elle risque de vomir, hein. Il faut qu'elle se réveille un petit peu et qu'elle mange, prenne le temps de manger doucement et qu'elle assimile tous les aliments. Il faut manger voilà, lentement et mastiquer bien avant d'avaler pour ne pas avoir d'inconfort. Il faut éviter quand même de manger jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus. C'est pas en quantité, c'est manger la ration. Pourquoi? Parce que ça peut lui provoquer des problèmes digestifs pendant la journée, des crampes, des douleurs. Elle peut vomir, surtout les troisième trimestres, si elle veut vraiment de son. Il faut qu'elle fractionne, mais il faut qu'elle mange lentement et doucement. Et مش تتشبع تتموت, ben, elle prend de la limonade, des trucs. Tout ça, ça peut lui causer des problèmes pendant la journée. La composition. Alors, comment il faut faire? Les repas et les collations doivent être nutritifs et riches en calories et en quantité et en qualité, pardon. Il faut consommer les quantités recommandées de glucides. Il faut qu'elle prenne des glucides, mais je vous ai dit des glucides lents, de préférence des glucides complexes comme du pain complet, du riz complet ou les légumineuses, ça veut dire tout ce qui est à grains. Les glucides sont une source d'énergie essentielle pour le corps et pour la croissance de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne des sucres, il ne faut pas qu'elle ne prenne pas, il faut qu'elle prenne des sucres, mais des sucres lents. De plus, les glucides complexes sont riches en fibres, ce qui aide la femme enceinte à prévenir la constipation, donc tout ce qui est à base de fibres. Il faut éviter les aliments avec du sucre raffiné, comme les bonbons, les confiseries ou les boissons sucrées. Donc tout ce qui est hyper sucré, ça dégoûte, ça donne de la nausée et ça donne un index rapide. Et puis après, elle va avoir un pic d'insuline et après, tout de suite après, elle va avoir très faim. Donc, consommer suffisamment de protéines. Les protéines sont importantes. C'est-à-dire, il faut qu'elle prenne des protéines, au minimum des œufs durs. Les œufs, c'est une ration de protéines importante. De la viande ou du poulet blanc, des poissons, voilà, et du fromage. Alors, consommer les portions recommandées de lait, d'accord, et de produits laitiers, ça veut dire il faut qu'elle ait son fromage, il faut qu'elle ait il y a actuellement de très bons yaourts, pas très sucrés, c'est des crèmes, hein. Consommer les portions recommandées de fruits, donc dans la soirée, les collations, il doit y avoir des fruits. Consommer une bonne quantité de légumes non féculents et des légumes verts. Donc, pendant les repas qu'elle va avoir, il faut qu'elle ait des légumes verts qui sont source de vitamines, de minéraux et surtout de fibres. Et favoriser donc qui vont favoriser le transit et éviter la constipation, éviter de consommer les charcuteries, donc tout ce qui est donc tout ce qui consomme tout ce qui contient des acides gras saturés ou trans.
Ça veut dire, voilà, toutes les charcuteries que vous consommez, il y a beaucoup de conservateurs dedans, c'est pas bon. Il faut réduire la consommation d'aliments riches en acides gras saturés et trans, comme les gâteaux, les tartes, tout ce qui est empaqueté, tout ce qui est conserve, tout ça, c'est pas bon. Et vraiment les remplacer avec de la nourriture saine, plutôt des noix pendant la soirée, des amandes, des noix, des cacahuètes et plutôt tout ce qui est cuisiné avec de l'huile végétale. Et privilégier les modes de cuisson qui sont sains. Éviter les fritures, beaucoup de fritures, plutôt griller ou alors carrément cuisiner à l'eau. Alors, où est-ce que je suis? Éviter d'utiliser alors beaucoup d'épices. Je sais qu'en cuisine, chez nous en Algérie, la cuisine, elle est assez épicée, mais elle est aussi pimentée. Ça, c'est pas bon. Tout parce que ça donne des problèmes de digestion, mais au plus de surconsommation de sel. Donc, les épices, les piments et le sel. Il faut un petit peu quand même éviter ça. Et tous les aliments qui sont riches en sel, comme les cornichons, donc les petites, les anchois qu'on conserve, tout ce qui est hyper salé, quand même, il y a de la rétention d'eau, il y a une surcharge de sel. Il faut éviter ça. Et surtout, ça va lui donner une sensation de déshydratation et ça va donner de la soif pendant la journée. Ça va aller dans le sens de la déshydratation de ces personnes-là. L'hydratation, donc boire suffisamment d'eau, entre 8 et 12 verres. Donc, elle est répartie dans la soirée. Elle est répartie. Elle prend au début, elle prend au milieu, après, après. Ça va laver, laver, laver et ça va hydrater son corps. Il faut réduire. Alors, il faut lui dire qu'il ne faut pas consommer de l'eau en même temps que les repas. Là, il y aura un problème de digestion et de fermentation de certains aliments. Ça, il faut éviter. Et surtout, pour ces femmes, surtout au troisième trimestre, mais aussi pendant toute la grossesse, éviter quand même de sortir pour ne rien faire et de marcher pour ne rien faire, ou alors sortir quand la température est élevée parce que il peut y avoir un problème de déshydratation. Maintenant, quand est-ce qu'on reconnaît les signes d'intolérance? Il faut expliquer ça aussi aux femmes parce que elles vont vous dire je supporte jusqu'au jour où elle va plus supporter, mais il y a des signes quand même, il faut qu'elles comprennent que c'est dangereux de continuer le jeûne. C'est les nausées. Les nausées, quand elle se sent, elle a tout le temps envie de vomir, elle a envie de vomir, elle vomit, là, c'est un signe d'intolérance. Lorsque elle est en situation de déshydratation, et qu'elle ne supporte plus cette déshydratation et qu'elle a vraiment soif. Elle a soif, elle ne parle que de ça. C'est comme un enfant quand il vous dit j'ai très soif, c'est pas rien. Donc une femme enceinte qui est déshydratée, les lèvres qui commencent à s'assécher, les yeux, elle a mal à la tête, elle ne se sent pas bien, ça c'est des signes de déshydratation. Lorsque les urines sont hyper concentrées ou lorsqu'ils sentent mauvais, ça veut dire qu'elle hyperconcentre, elle est en déshydratation, elle réduit ses urines et qu'elle risque de faire des infections urinaires par stase. Et cette odeur et cette couleur d'urine qui change, c'est très important. Lorsque elle commence à avoir une sensation de fièvre, et de maux de tête importants. La fièvre, maux de tête importants, elle est dans son lit, elle est cachée sous la couette, c'est pas normal, elle n'a pas à faire le jeûne. Et aussi les douleurs abdominales, les crampes et même la sensation de contraction utérine, l'hypoxie et la déshydratation donnent de la menace. Là, ça veut dire que le jeûne, elle commence à ne plus le supporter. Alors, il faut faire attention. Le jeûne, c'est pas un jour. C'est-à-dire, ce qu'elle va tolérer au début, elle va peut-être pas le tolérer au milieu et peut-être pas à la fin. C'est-à-dire, le cumul de jours de jeûne et de mauvaise alimentation pendant le mois de Ramadan, parce qu'elle peut pas, ou parce que c'est tout ce qu'elle a, ou parce qu'elle ne peut pas manger plus que ça dans la soirée, ou parce qu'elle vomit pendant la soirée, elle mange et elle vomit. Donc, son nahar, tel ni tel, au bout de la semaine, elle n'en peut plus. Au bout de 10 jours, 20 jours, ce n'est plus la même personne. Donc, cette idée de cumul de déficit est très important et ces signes-là peuvent apparaître, mais aussi perdre du poids ou alors ne pas prendre.
Je vous ai dit combien elles doivent prendre de poids. Donc, une femme enceinte qui ne prend pas de poids, c'est une femme enceinte qui perd du poids. Donc, c'est important d'expliquer tous ces signes-là aux femmes et de dire que quand elle a ces signes-là, ça veut dire qu'elle ne supporte pas le jeûne et qu'elle doit impérativement arrêter de jeûner. Les risques maintenant maternofœtaux, la gestante, c'est l'anémie, c'est l'asthénie, c'est les crampes musculaires, les troubles du sommeil. Alors, le mois de Ramadan, il est connu pour le jeûne, mais il est connu aussi pour les troubles du sommeil parce on mange pas de la même façon, on dort pas bien, on dort peu, on dort fractionné. Le manque de sommeil aggrave les problèmes du mois de Ramadan. Alors, c'est un facteur aggravant pour la croissance fœtale. Les risques, pardon, de dénutrition, ça peut se voir, la perte de cheveux, la sécheresse cutanée, les troubles de l'humeur, ça aggrave les déséquilibres. Si elle ne prend pas ses médicaments, si c'est une patiente qui a un problème thyroïdien, un problème d'hypertension, de diabète et qu'elle veut en plus des tsom, donc si elle ne prend pas au bon moment ses médicaments, ça risque de déséquilibrer les problèmes médicaux qu'elle a. Elle peut avoir des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, mais aussi de la dépression. Il y a le risque de déshydratation et d'acidose. Ici, elle passe en acidose. Sachez que l'acide lactique passe dans le cerveau de l'enfant. Il peut causer des problèmes. Pour l'enfant, c'est le retard de croissance. Ça peut aller jusqu'à la mort intéro, mais c'est très rare quand même. Ça peut être un PAG, donc un petit poids, mais aussi, comme je viens de le dire, le retentissement métabolique de l'acidose maternelle. La supplémentation, principalement, on va parler du fer. Si elle doit, donc, en plus de l'alimentation équilibrée, il faut qu'on la supplémente. Pourquoi? Parce que ce problème de carence peut toucher le fer. Le fer, vous savez très bien qu'on a un fer de réserve et un fer fonctionnel et un fer qui est transporté. Moins elle mangera, plus sa réserve diminuera. Au début, elle n'aura pas d'anémie, mais quand ça dure et qu'elle vomit ou elle ne mange pas assez, il n'y a pas de supplémentation, il y aura une hémoglobine qui va baisser, mais aussi la ferritine qui va baisser. Ça veut dire qu'elle a consommé beaucoup de ses réserves. Là, sur le plan des dosages, nous allons avoir un taux d'hémoglobine qui va être bas, mais une ferritine aussi qui va être basse. La ferritine, c'est la réserve en fer chez la femme, en général la femme enceinte. Alors, comment diagnostiquer l'anémie? Au premier trimestre, c'est inférieur à 11. Au deuxième trimestre, c'est inférieur à 10,5. Au troisième trimestre, c'est inférieur à 11 aussi, avec une hématocrite inférieure à 33 et 32. Donc, l'importance de l'apport en aliments riches en fer est important, mais en plus en supplémentation, puisque les besoins pendant la grossesse sont de 27 microgrammes, ça veut dire que milligrammes pardon, par jour, et ça va aller jusqu'à l'allaitement. Donc, il faut préparer quand même la patiente à l'allaitement. Vous connaissez l'importance du fer pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement et le risque d'anémie et d'hémorragie pendant l'accouchement. Les besoins en fer, pourquoi? Parce que 25% de l'augmentation de la masse globulaire, les besoins de fer pour l'enfant et le placenta, mais aussi pour accompagner les pertes pendant la grossesse, donc l'accouchement et l'hémorragie de la délivrance. Donc, les conséquences de l'anémie sur le fœtus, si le taux d'hémoglobine est inférieur à 6, c'est très grave. Il y a une insuffisance placentaire chronique. Inférieur à 9, il y a des avortements spontanés. Il y a le PAG, le retard de croissance, mais aussi l'accouchement prématuré. Si c'est inférieur, l'hématocrite baisse à moins de 29. Ça veut dire qu'il y a un retard, mais aussi un risque de mort utero et de rupture prématurée des membranes. Cette anémie, elle représente, Fériprive, c'est 90% des anémies. Les éléments de diagnostic sont une ferritine inférieure à 30 microgrammes s'il y a de l'inflammation ou 12 s'il n'y en a pas, mais aussi, surtout, une microcytose, une hypochromie et une arrêt régénératif quand on demande le taux de rétique. En clinique, ce qui est important, c'est la pâleur, la tachycardie, les vertiges, l'hypotension,
la dyspnée d'effort puis de repos, elle ne peut pas monter les escaliers, après elle ne peut pas se déplacer, après elle ne peut pas se lever, les céphalées, les jambes lourdes, la fatigue musculaire et cette sensation de jambes qui ne peuvent plus la porter. Les facteurs de risque qui peuvent aggraver, c'est quoi? C'est la grossesse multiple, bien sûr. La GG, si elle a une grossesse gémellaire, c'est que ses besoins vont augmenter. Les grossesses rapprochées, si c'est une femme qui a accouché l'année passée et elle a pas Summit from Down, ensuite elle a allaité, ensuite elle est tombée enceinte, c'est deux fois plus grave. Les saignements, si elle saigne pendant la grossesse, les pathologies digestives, sans qu'un ulcère, une gastrite, les végétariennes, les femmes qui ne mangent pas beaucoup de viande, et surtout en situation de conditions socio-économiques défavorables. Donc une femme qui vit, qui est moyenne dans sa vie sociale et qui enchaîne les grossesses et qui en plus somme mais elle ne mange pas bien, c'est tout ce qu'il faut pour la dénutrir, elle et son enfant. La prise en charge, les conseils diététiques, donc on en a parlé, on va en parler maintenant. Donc, les aliments riches en fer, c'est bien entendu toutes les viandes, hein, les viandes rouges, le poisson, les œufs, mais aussi les fruits secs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les épinards, les légumes secs, le jaune d'œuf, le chocolat, le cacao. Il faut donner de l'alimentation riche en vitamine C, les oranges, beaucoup d'oranges, le citron et tout ce que vous savez donner, mais aussi limiter les boissons à base de thé et de caféine. Il faut donc, dès le début de la grossesse, donc supplémenter cette femme pour diminuer le risque d'anémie gravidique et les carences. Donc, à partir de 6 mois, il faut faire une formule et supplémenter la femme en acide folique, bien entendu, associé au fer. La supplémentation, bien sûr, elle a des effets bénéfiques aussi bien chez la femme que chez l'enfant et on recommande entre 60 et 120 mg par jour. La supplémentation va réduire l'anémie, le risque de petit poids, d'accouchement prématuré, d'améliorer les réserves pour préparer l'allaitement, parce que aussi la période d'allaitement est très importante, réduire la fatigue et le recours aux transfusions, et aussi tous les effets secondaires qui sont relatifs à cette anémie ferriprive. Le calcium, très important, apporter toujours quelque chose comme 1000 mg par jour, donc il faut qu'elle les ait. Ça aide à reconstruire le squelette fœtal, un bon fonctionnement neuromusculaire et le maintien de la pression artérielle et la prévention de la prééclampsie. Donc, pour la femme enceinte, c'est la minéralisation, comme je viens de vous dire, et éviter aussi la réduction du risque de la dépression du postpartum. Donc, avec ces différents stades de gravité qui peuvent aller jusqu'au baby blues. Cliniquement, comment ça se traduit? C'est la peau, donc les fanères, les ongles cassants, les crampes musculaires, le dos, les jambes. Elle a des crampes tout le temps et cette peau qui est sèche. Il faut supplémenter de façon systématique les femmes, surtout femmes d'âne. Donc, une alimentation équilibrée et une supplémentation s'il le faut pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Donc, les produits laitiers, comme on vient de l'expliquer, encore une fois, les, euh, les légumes verts, mais aussi certaines eaux minérales qui sont riches en calcium et certains produits comme les boissons végétales. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La grossesse est une période d'anabolisme très actif chez la femme. Elle nécessite une augmentation des besoins en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux. Cette alimentation doit être équilibrée et variée pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments essentiellement. Et ça peut être parfois nécessaire, ça peut être dans la majorité des cas donc suffisant. Les supplémentations sont ciblées. C'est pas tout le temps nécessaire, mais il y a certaines patientes qu'il faut supplémenter lorsqu'on détecte des besoins spécifiques chez elles. Donc, on commence d'abord par les conseils hygiéno-diététiques et pour éviter la dénutrition, les manques et le risque infectieux.
L'accompagnement individualisé assuré par la sage-femme, le médecin généraliste, le diététicien est essentiel pour adapter les conseils et prévenir les complications liées à la nutrition. Le mois de Ramadan est un mois sacré, mais la grossesse est une priorité puisqu'elle a une responsabilité pour elle, mais aussi pour son enfant. Donc, c'est une priorité par rapport aux jeunes. La gestante doit être avertie, mais elle doit être aussi éduquée et conseillée. On va lui conseiller comment faire, comment manger, comment fractionner les choses. Si elle a une GHR associée, il faut quand même lui déconseiller de faire le jeûne. Mais si elle le fait, il faut lui expliquer comment et qu'est-ce qu'elle doit manger. Et il faut surtout lui expliquer les signes d'intolérance et la nécessité d'une supplémentation avec une alimentation quand même qui doit être équilibré et, comme je vous ai expliqué, deux repas, deux collations et la composition des collations. Et je vous remercie et je vous dis Sahar Ramadan. Voilà. Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Alors, donc, on passe aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur le chat et professeur Farah جاوبكم. Je ne sais pas si vous avez compris le principe, si vous avez l'habitude des femmes qui demandent comment gérer le mois de Ramadan. Et si vous avez des questions, euh, on va essayer de les discuter ensemble. Donc, on a des sages-femmes de EPSP DBK, EPSP Betna, l'Amriya, Constantine, Ain Abid. Bonjour tout le monde, c'est Dib Abbas. Alors, il me semble que toutes ces recommandations sont destinées. Alors, est-ce qu'on a des... Merci pour cette... Alors, la supplémentation en acide folique, on avait dit qu'elle était très importante. Il faut la faire dès le début. Dès le début, et chez certaines patientes à risque, il faut la faire. Bon, j'ai orienté un petit peu la communication parce qu'elle est plus pour Ramadan, mais en général, il faut mettre la supplémentation pour, avant la grossesse, avant la conception, chez certaines patientes à risque par rapport à l'âge, par rapport aux antécédents de de problèmes de malformation, surtout du tube neural, de la fente palatine. Tous ces patientes-là, il faut les mettre. Ok, l'acide folique actuellement, le Zanitra, un comprimé 2 fois par jour ou un comprimé par jour, selon les besoins. Mais il faut supplémenter les femmes dès le départ. Dès le départ. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Le problème, c'est que toutes les femmes ont un niveau socio-économique bas. Oui, c'est pour ça que j'ai mis quand même des aliments qui sont disponibles. Les légumes, les œufs, les légumineux, ça veut dire la lentille, le pain complet, c'est-à-dire elles peuvent prendre du pain, mais chez blanc, tu as le boulanger, mais du pain à base de blé et de pain complet, les lentilles, les noix, toute cette graisse qui vient des noix, tout ce qui est hachère, est très importante. Les œufs sont là, donc elle peut prendre. C'est important quand même de leur expliquer la base et les légumes sont là, les oranges sont là. Donc il faut essayer de diversifier. Donc, أولا ما تقدرش ما تصومش.
ماشي ما تاكلش وما تصوم وتصوم. Donc c'est ça l'idée, c'est que la grossesse est une priorité. La grossesse c'est une priorité. Ensuite, on verra. Euh, ربي ما قالش elle va se dénutrir et va avoir un enfant malade باش تصوم. عندها une excuse extraordinaire. Si en plus تصوم وما تسيبش تاكل, c'est pas normal. C'est pas normal de lui dire non, de بري راسك, voilà, subissez. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Jelfa, le PSP, Ain Dahab, merci beaucoup. Sahar Ramadan.com. Supplémentation en vitamine D. Alors, la vitamine D, je ne l'ai pas mise parce que c'est un peu long. C'est une protohormone, la vitamine D. Vous pouvez, alors il y a plusieurs, ça dépend de ce que vous prenez dans le produit que vous allez prendre. Vous avez les ampoules classiques, vous mettez une dose et vous êtes tranquille. Et vous avez les produits qui sont combinés entre la vitamine D et le calcium. Ceux-là aussi, vous pouvez les mettre. Bonjour tout le monde, merci. PSP Kantara. Alors, pour dire qu'une femme n'a pas d'anémie, il faut vérifier la ferritine parce que c'est pas que l'hémoglobine. On vérifie le taux de ferritine. Si elle a un taux de ferritine qui est normal et qu'elle a un taux d'hémoglobine normal, elle est normale. Elle est normale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un complexe vitaminé. Le complexe vitaminé, en général, il y a peu de fer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle n'ait pas de déficit dans ses réserves. Pourquoi? Parce qu'elle va saigner. Elle va saigner pendant l'alimentation, pendant l'accouchement. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'elle fasse un déséquilibre de son anémie, un effondrement de ses réserves. Il faut toujours penser à l'allaitement. C'est-à-dire l'allaitement, c'est important. Il faut supplémenter les femmes pour l'allaitement parce que leur nourriture, elle apporte, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont bien, mais elles finissent toujours là. J'ai quand même eu le temps de voir les patientes. Elles commencent Ramadan avec un taux et elles le terminent avec un autre taux. C'est important quand même de faire ce genre de vérification. La femme est avec diabète équilibré, est-ce qu'elle peut تصوم? Voilà, c'est le genre de question اللي ما نقدرش نجاوب عليها. Elle est diabétique, elle est enceinte, est-ce que تصوم? Je ne sais pas. Sincèrement, elle est diabétique et elle est enceinte. Déjà, il y a deux principes. Enceinte, نقول له ما تصوموش. ما تقدروش ما تصوموش. Donc, si elle est diabétique, elle assume. Nous, moi, je vous ai dit, la grossesse, c'est une priorité. Elle est en plus malade. Maintenant, si elle veut, vous ne pouvez pas lui interdire, mais il faut au moins lui expliquer comment elle doit manger. Maintenant, si elle fait de l'hyperglycémie pendant la nuit et elle fait de l'hypoglycémie pendant la journée, comment vous allez faire? C'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment regarder son cycle glycémique de très près. Donc, l'ALMA, bonjour, régime spécifique ou pour une femme anémique. Non, il faut de la supplémentation. Je vous ai dit, je vous ai donné le régime. Je vous ai donné le régime et il faut qu'elle ait une alimentation riche en protéines, en fer et supplémentation. Béjaïa, Totema. Oui, Totema, bien sûr, mais on ne peut pas faire de pub ici. D'autres thèmes, s'il vous plaît, Sahar comme Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Concernant la femme diabétique sous régime, mais voilà, elle voit avec son médecin. La femme diabétique, moi, sincèrement, je ne cautionne pas qu'une femme diabétique fasse, elle est enceinte ou dit c'est des choses اللي ما نقدرش نقولهم. Alors, un bon Ramadan. Merci, professeur. Merci à vous. Est-ce qu'on peut prescrire les pansements gastriques chez les femmes enceintes au premier trimestre? Bien sûr qu'on doit. Elle a mal, elle vomit trop, elle va hériter, bien sûr qu'on doit mettre. Dire, est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez, mais l'absorption du fer est meilleure avec la vitamine C, c'est tout ce que je peux vous dire. صحة رمضانكم صحة رمضانكم عين عبيد Constantine صحة رمضانكم. Alors, le jeûne Ramadan avec le poids, il va faire un petit poids de naissance. C'est écrit,
Surtout si elle est, c'est une femme qui a des enfants en bas âge, qui a des enfants à charge, qui travaille, qui est fatiguée, qui mange peu, elle dort peu, et elle enchaîne CM bien sûr, il va stagner, il va faire un petit poids, tout simplement. Est-ce que le jeûne est contre-indiqué quand on a une malinsertion du placenta? Ça, je ne sais pas. Malinsertion, ça veut dire quoi? Une placenta prévient. Merci, merci. Ferritine basse, traitement. Eh bien, il faut supplémenter en fer jusqu'à ce que la ferritine devienne correcte. PSP Insalah, merci beaucoup, malgré que vous allez vite. Ah, je vais vite. Pourtant, j'ai pris. Bon, s'il y a quelque chose que je dois reprendre, il n'y a pas de souci. Sahar Hamdankom, merci, merci, merci. Aïnou Sala Sahar Hamdankom. Une formation sur les malformations dues aux mauvaises, oui. ورقلا صحة رمضانكم عين وسارة صحة رمضانكم. Voilà. Si vous avez d'autres questions, il n'y a aucun problème. Tismsilt, femme enceinte sous l'évothyrox. Oui, qu'est-ce qu'elle a? La femme enceinte sous l'évothyrox. La dysthyroïdie. Oui, elle prend son traitement. C'est-à-dire, bon, ils ont leur lévothyrox. Il faut les supplémenter, ces femmes-là, et puis elles surveillent leur thyroïde en fonction. Mais la ferritine ne répond pas, ne rentre pas dans le bilan. Ah si, la ferritine, bien sûr. Lorsque vous faites une femme enceinte, vous lui faites taux d'hémoglobine et taux de ferritine. Si la ferritine est basse, ça veut dire que c'est une femme qui consomme sur sa réserve. Et je vous ai mis hein, donc les colonnes. Vous avez, elle a un taux d'hémoglobine normal, mais sa réserve, elle diminue parce qu'elle consomme de sa réserve jusqu'au jour où sa réserve diminue de façon importante. Et là, vous allez commencer à avoir l'hémoglobine qui baisse. Donc, vous allez avoir au début une hémoglobine correcte, mais avec une ferritine basse. Ensuite, la ferritine va baisser, l'hémoglobine va baisser et la ferritine va s'effondrer. Et vous allez avoir une anémie avec une carence de la réserve, une carence. Donc, lorsqu'on a un taux d'hémoglobine correct, il faut vérifier la ferritine. Si la ferritine est basse, vous êtes obligé de rattraper la ferritine. Alors, dire concernant le foie, comment le manger? Le foie, vous le mangez comme vous voulez. Il faut voir que, je vous ai dit, certains alertent par rapport à la vitamine A. En début de grossesse, parce qu'elle n'est pas très recommandée pour la femme enceinte. Donc, mais il faut le cuisiner. Qui met shahidi, taïbé au golet. Concernant le foie, comment le manger? Vous le mangez comme vous l'aimez. Mais il faut éviter quand même de le laisser mi-cuit pour tout ce qui est toxo et tout ce qui s'ensuit. Femme anémique avec un état conservé peut-elle jeûner? Non, pour moi, non. On quoi avec les femmes qui ont des problèmes socio-économiques? Ben, il faut les orienter vers les gens qui leur donnent à manger, tout simplement, et les supplémenter. Si vous avez des dons de supplémentation, des échantillons, il y a des pharmaciens qui ont des échantillons, il faut les supplémenter. Socio-économique, je pense que c'est un problème plus social que médical. Je vous ai donné le nom d'aliments qui sont accessibles. Après, si elle ne peut pas, mettre son euh, voilà, il ne faut pas que l'enfant soit une victime, ni elle, ni son service, ni elle, ni son enfant. Je suis prise par la conscience. Bah, merci. Grossesse, 36 semaines, insuffisance surrénale, hypothyroïdie. Oui, qu'est-ce que oui? Elle dit, elle doit être dans un service qui prend les GHR, tout simplement, et elle va accoucher, Inch'Allah. Sabah al-khair. Du diabète gestationnel la prochaine fois. On l'a déjà fait, le diabète gestationnel, mais on va voir avec la direction de la formation.
Oui, alors c'est une très bonne question. Est-ce que les recommandations pour la femme enceinte sont les mêmes pour la femme qui allait? Bien sûr. La femme qui allait, moi j'ai demandé aux gens, Nestadine, l'allaitement est une obligation, est un droit de l'enfant. Ça veut dire que si elle voit que son lait s'altère ou que la quantité de lait تنقص, elle est obligée d'écouler. Ça ne dépend pas que d'elle. C'est important de comprendre ces notions-là. La grossesse, il n'y a pas qu'elle qui est dedans, il y a un enfant. Donc, elle doit donner les meilleures conditions pour que son enfant soit une bonne personne, saine sur le plan neurologique et physique. Donc, c'est dans ce sens اللي يلزم ما تحتمش على روحها الصيام. هذه من جهة. Deuxième point, c'est l'allaitement. Il y a des femmes تصوم يروح الحليب لا جورني كامل ما عندهاش الحليب. العشية عندها الحليب au bout de 15 jours 20 jours يروح الحليب. Donc ça c'est pas normal. J'ai demandé aux gens, l'AIMA et tout ça, ils ont dit, elle doit manger. Elle doit manger pour allaiter son enfant. Et elle doit bien manger. Parce que le halib هذاك ماهوش تاعها et c'est pas une option. تعطيلوش الحليب artificiel qui va lui donner des problèmes digestifs, des allergies aux protéines de lait de vache, tout ce que vous voulez, alors qu'elle a son propre lait. Son lait, c'est le droit de son enfant. Et ça, on doit le comprendre et on doit l'expliquer aux femmes. C'est pas parce que ما نحبوش نصوموا عندها العام طويل تقدر تصوم فيه تصوم واش حبت. Mais pendant l'allaitement, elle doit préserver le lait parce que le lait, c'est la santé de son enfant. ورانا في الشتاء. Donc le lait, c'est important pour l'immunité, pour les immunoglobulines, pour la protection de son enfant, pour qu'il ne fasse pas de bronchiolite, pour qu'il ne fasse pas de grippe. Tout ça, elle va le préserver avec le lait de son enfant. Donc l'allaitement est la même condition par rapport à l'Ramadan que la grossesse. Elle doit bien manger, elle doit être supplémentée. Malheureusement, la grossesse est devenue pathologique, docteur, alors on doit être à la hauteur pour faire face. Mais je n'en doute pas, madame, je n'en doute pas. Non, la grossesse n'est pas une pathologie. La grossesse, c'est une période très agréable dans la vie. On doit expliquer à la femme qu'elle n'est pas malade, que c'est un état physiologique, elle doit le vivre de façon épanouie, elle doit vivre de façon heureuse, elle doit profiter de ces moments où elle sent son enfant dans son ventre, elle doit préparer l'arrivée de son enfant. Elle ne peut pas arriver au terme des 9 mois fatiguée, dénutrie, dépressif, عيات, elle n'en peut plus. تاع شهور يا رفدة, en plus 8e mois صامت, elle est irritée, les cernes حتى لهنا, ça c'est pas normal. C'est comme ça que ça devient pathologique et c'est comme ça qu'on arrive à des situations très graves pendant l'accouchement. Donc, la grossesse ne doit pas être une situation pathologique, elle doit être une situation normale. Mais le fait que somme, elle peut devenir anormale. Il a un diabète, عندها de l'hypertension, عندها dysthyroïdie, عندها une insuffisance rénale, ou il y a تقيلة, ou des c'est un corps. C'est un corps. Donc, il faut expliquer que les femmes, elles n'ont pas à se martyriser. Elles n'ont pas à elles vivent la grossesse de façon normale. عطاها ربي تسرح ما تصومش تاكل تاكل هذا ما كان تاكل بصحتها حتى تكمل لا غروسيس اون بون سونتي تولد وليدها اون بون سونتي وترضعوا اون بون سونتي وما نشوفوا الا ترجعهم ولا تخلصهم ولا تبرصها تروح تسقسي مي لو droit de son enfant elle doit le préserver. Troisième trimestre. Alors, pendant le troisième trimestre, pour les sociétés savantes, vous devez faire, pour tout le monde, elle doit faire un bilan standard. Si elle n'a pas de problème de santé, elle doit faire une échographie au troisième trimestre pour voir la position, le placenta, le volume fœtal, comment elle va, comment il va. Si c'est une grossesse sans problème, il n'y a pas lieu de refaire des échographies. Si c'est une grossesse, on refait juste avant l'accouchement pour voir le volume fœtal. Elle doit faire un bilan standard, une carte de groupage phénotypée, surtout pour les... bon, si c'est pour les négatifs, elles font un anti-D à 28 semaines. Sinon, un bilan, donc formule, glycémie, bilan d'hémostase, bilan rénal, un bilan rénal et une ferritine. Et c'est tout. Madame Lacan. J'ai une question concernant la biotine.
Non, sincèrement, elle a une insuffisance surrénalienne, une hypothyroïdie. Si elle peut jeûner, il faut voir l'état de son hypothyroïdie. Est-ce qu'elle est en euthyroïdie ou pas? Elle est à 36 semaines, franchement. 36 semaines, ça veut dire qu'elle va accoucher في رمضان. وش بقى لك صيام ديال حمال ديك في le troisième trimestre. Mais, sincèrement, moi, je ne laisse pas les femmes jeûner. Maintenant, elle prend ses responsabilités. Elle veut jeûner, elle jeûne. Alors, l'autisme et la consommation de lipides, c'est une très bonne question. Il a été clairement établi actuellement que certes que les huiles végétales, celles qu'on consomme, la margarine, les huiles de table, les huiles transformées, c'est des huiles de très mauvaise qualité. Pas pour pas dans le sens où voilà, mais dans le sens où elles sont pauvres en oméga 3 et elles sont pauvres en chaînes grasses animales. Parce que l'être humain n'a pas le métabolisme pour dégrader et utiliser les graisses d'origine végétale. Pas toutes les graisses. Colza, oui, lin, oui, coco, oui, huile d'olive, oui, mais les autres huiles, tournesol et compagnie, non. Donc, pour l'enfant, il est important pour le fœtus que la femme consomme de l'huile, de la graisse animale. C'est comme ça, de la graisse animale. Ça veut dire il faut qu'elle ait ماشي سمن végétal, mais سمن تاع الخروف, tout simplement. Cuisiner avec de la graisse comme zmen, consommer de l'huile d'olive, consommer de la... Mais si on a bu, mais elle est enceinte. Il faut qu'elle consomme ce genre de... Le beurre d'origine animale est bon. Il faut qu'elle ait sa tartine. Mais si de la margarine, du beurre, ça c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ces graisses-là qui vont aller former son cerveau. Et en général, pour tout le monde, même pour les personnes qui ne sont pas enceintes, consommer tout le temps de l'huile végétale, c'est pas bon. Il faut toujours avoir une consommation d'un peu de beurre, d'un peu cuisiné avec autre chose que de l'huile de tournesol, et donc, ça, c'est important pour la structure du cerveau et pour la structure de l'enfant et diminuer ces problèmes de connexion qui ont été retenus dans les troubles du langage, le retard mental, l'autisme, les troubles du comportement. Tout ça a été lié au type de graisse et à l'alimentation de la femme pendant la grossesse. C'est les mêmes questions. Est-ce qu'elle peut jeûner? Moi, je vous dis, hein, sincèrement, vous posez la question à la mauvaise personne. Moi, pour moi, une femme enceinte, elle jeûne pas. Maintenant, si elle veut, voilà les conditions. Maintenant, elle peut jeûner un jour sur deux. Elle quitte à يتحبس. Maintenant, mais elle jeûne un mois من الطرف للطرف, et elle mange très mal et elle sort et elle travaille et elle se déshydrate. Sincèrement, ça, je ne peux pas l'accorder. Donc, voilà mon opinion. On fait appel au ministère pour retirer les charcuteries au niveau des marchés parce que la génération est vraiment des petits. Oui, bon, la charcuterie, les gens vendent n'importe quoi, hein. Vous n'avez qu'à voir les jus, les crèmes, tout ce qui est hyper transformé. Huma, ils sont là, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter. Réunion très... Aïe Salah, merci beaucoup. T'es comme Saha, Saha Hamdankom. Vous devez, alors, 10 d'hémoglobine, c'est déjà une anémie, et une ferritine normale. Combien de mois on doit supplémenter ce type de femme? En général, on supplémente 2 mois, jusqu'à 3 mois, et son hémoglobine se corrige, la ferritine se corrige, on est bon. Et nous, Sarah, Salam. Le jeûne, je vous ai dit, hein, le jeûne, il peut avoir des conséquences. Vous pouvez nous envoyer la réunion enregistrée. Elle est enregistrée au niveau du ministère. PHN, Salam. Alors, la vitamine D et le calcium pendant la grossesse n'est pas systématique, mais si on a des symptômes, bien sûr. Voilà. Tolga, bonjour. Hamdankoum. C'est une question très difficile, hein, de dire aux femmes, tsomm ma tsomsh.
Sincèrement, c'est une question, j'aime pas trop y répondre. Moi, je leur dis, euh, c'est très difficile de vous laisser faire رمضان من الطرف للطرف هكذاك 30 يوم. ما ترقدش مليح، ما تاكلش مليح. Elle vomit, elle est fatiguée, elle porte un enfant, elle porte 10 kilos de grossesse. C'est très difficile aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des femmes qui ne veulent pas écouter. Elles font leur choix. Elles ont la famille derrière. trèfle, elles sont mal informées. تقول لك انا وقتاش نرجع كيفاش نرجع. خلصي ما ترجعيش، خلصي tout simplement. Et donc voilà. Hein, en postpartum, des vitamines à prendre. Et dans le postpartum, il faut supplémenter la femme. Surtout si elle fait un accouchement hémorragique ou qu'elle termine la grossesse avec une anémie. Il faut la supplémenter parce qu'elle va allaiter, sincèrement. L'allaitement, on est quand même des responsables de la femme. L'allaitement fait partie de la grossesse, hein. Il faut quand même toujours, il faut toujours rappeler aux femmes qu'à la fin, il faut qu'elles allaitent. Et que l'allaitement, c'est un droit de l'enfant et c'est une obligation chez la femme, tout simplement. Non, vous ne pouvez pas suivre pendant et après. Vous faites, si elle a des signes, vous faites un bilan. Si elle n'a pas de signes, vous faites rien. Voilà, ça c'est bien dit. Elle peut prendre le magnésium qui lui convient. Il y a des complexes vitaminés pour la femme enceinte qui sont dosés. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça ou ça. Vous mettez tout simplement un complexe vitaminé qui est équilibré et c'est bon. Médicaments qui prescrit aux femmes pour allaiter. Il y a de la phytothérapie, il y a des produits phytolés, tout ça. Qu'on peut donner en début d'allaitement pour les femmes pour qu'elles aient une bonne montée laiteuse. Mais après, il faut les accompagner. Ça, c'est notre rôle. Leur dire que l'allaitement, c'est pas facile. L'allaitement, c'est pas facile. L'allaitement, c'est une décision. C'est-à-dire, il faut leur expliquer les bienfaits de l'allaitement pour leur enfant. Et quand l'enfant est en bonne santé, les parents vont bien. Donc, il ne va pas avoir de diarrhée, pas de ballonnement, pas de problème de régurgitation, pas de problème d'allergie, pas de problème. Et ça va améliorer, diminuer le risque d'asthme et de problèmes bronchiques chez lui, de rhinopharyngite et tout ce qui s'ensuit, d'allergie, d'immunité. Il va bien vivre les 2 premières années. Après, c'est pas facile de passer la nuit à allaiter. C'est comme ça qu'on devient maman. C'est comme ça. Personne n'a dit que c'était facile. Mais il y a un lien affectif, il y a un plaisir à partager, il y a un don de soi. C'est comme ça qu'on transforme les jeunes femmes en mamans. Les enfants ne sont pas précieux pour rien. Ils ne sont pas précieux parce qu'ils sont là. Ils ne sont pas précieux parce qu'on leur achète du lait à 1000 dinars, mais aussi parce que on dort quand ils dorment et on se réveille quand ils se réveillent. Il faut leur expliquer que le lait, on peut le mettre dans le frigidaire, on peut le mettre dans le frigo, il peut se conserver. Quand on veut aller, une femme qui ne veut pas allaiter, elle n'allaitera jamais. Je reçois des femmes euh, qui, euh, qui ont du lait, qui fusent. وتدخل ما يشدش. كيفاش ما يشدش؟ Ça fait mal, c'est gênant, il faut pas faire attention. ترقدي معاه، تنوضي معاه، mais c'est comme ça. Après, vous allez un petit peu organiser ces périodes d'allaitement. Vous allez même aussi mettre le lait dans des biberons, mais il faut allaiter. Il faut allaiter, il faut arrêter avec ces histoires de l'allaitement, pas l'allaitement. L'allaitement, c'est difficile, mais c'est aussi le rôle de la femme et de la maman. Donc, c'est ça aussi notre mission, d'essayer de leur expliquer que quand elle allait, ben, elle gagne en santé de son enfant, elle gagne en allant moins souvent à l'hôpital et chez le pédiatre parce qu'il fait plein de problèmes de santé, et en gagnant en achetant moins de lait artificiel, tout simplement. Et puis, il y a le lien affectif avec l'enfant qui est très important. De toutes les façons,
Premier mois, c'est le plus important, jusqu'à 6 mois. Après, il est diversifié. Après, il va allaiter moins. Et puis après, voilà, toi, la maman, il va allaiter moins. Mais les 6 premiers mois, c'est très important pour la santé, pour l'immunité de l'enfant. Voilà. Donc, je vous remercie. Bon, la ferritine est basse, ça veut dire qu'il faut continuer à supplémenter. Ma faute, c'est que je n'ai pas introduit de biberon et qui est toujours collé au sein. Oui, il va rester collé au sein. Ben, c'est ça, hein. Après, à un moment donné, il faut le sevrage des enfants. Le sevrage des enfants, il va prendre de moins en moins, mais il va pendant longtemps mettre la main dans votre bustier pour aller chercher le sein. Mais c'est comme ça. Qui vous a dit que c'était facile d'avoir un enfant? C'est pas facile, hein. Mais c'est comme ça que les femmes, il faut leur expliquer, ces jeunes mamans, que allaiter aussi, c'est un moment très important. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Qui vous a dit que le lait est pauvre? Vous savez, c'est impressionnant, hein, tout ce qu'on écoute. Mais le lait maternel, la composition du lait maternel, elle est ما يخلقها ربي. Parce qu'elle diffère de jour en jour. C'est-à-dire, plus l'enfant est petit, moins elle sera lourde. Ce lait-là sera lourd en composé épais. C'est-à-dire, l'enfant, son estomac est tout petit, يرفد à peine قسم غرفة ou une cuillère à soupe. La composition de ce lait est adaptée à son âge et elle évolue avec lui et elle est assez riche pour le maintenir. Les enfants se suffisent. D'ailleurs, je vais vous dire, quand un enfant absorbe tout le lait de sa mère, il peut ne pas avoir de sel, il peut ne pas avoir de déchets. C'est-à-dire, ils vous disent là, qu'il est constipé. Il n'est pas constipé, il a tout absorbé. بالماء بموش كاين، بلي graisse بكلش. Et si l'enfant pousse, si l'enfant dort et si l'enfant grandit, c'est que ça lui suffit. Ça lui suffit. Écoute, il est bien. Pourquoi vous dites il est pas, Zama, on va faire mieux que ce qu'a fait le bon Dieu? C'est pas possible. Donc, la composition du. Par contre, il ne faut pas prendre des aliments qui peuvent donner, par exemple, les piments, les épicés. Ça, c'est connu dans la culture chez nous, qui a des aliments à proscrire. Il ne faut pas prendre. Moi, je conseille aux femmes de manger tout ce qui se mange et manger beaucoup de maïs, par exemple, faire des pop-corn les soirs et manger tout ça. Ça donne du lait, parce que c'est des féculents. Ça donne du lait. Après, il ne faut pas manger tout ce qui donne des gaz. En fait, même les médicaments, il y a très peu de médicaments qui contre-indiquent l'allaitement. Il ne faut pas arrêter l'allaitement. Il faut au contraire encourager l'allaitement. Donc, ولا تصوم وما ترقدش وما تسحرش وما كدا. الماء, il faut boire beaucoup d'eau. Si elle ne prend pas d'eau, elle n'aura pas de lait. Donc, voilà comment il faut quand même cadrer la période de l'allaitement. Là, la supplémentation en vitamine D à 1 mois et à 6 mois, c'est pour le rachitisme. On supplémente, ça c'est vrai, on donne une dose de supplémentation de façon universelle à tout le monde. On ne va pas dire vous, vous allaitez, vous n'allaitez pas. Ça, c'est une politique d'un pays. Et vous savez très bien que les femmes n'ont pas toutes accès à la nourriture de la même façon, elles n'ont pas toutes accès aux produits importants de la même façon. Donc, ça, c'est une politique de pays. Tout le monde prend. الكلا اللي ماكلاش اللي يرضع اللي ما يرضعش اللي يرضع ميكس اللي يرضع exclusif اللي يرضع tout le monde prend parce que faire des problèmes de rachis, c'est plus grave qu'une ampoule de vitamine D. C'est moi qui vous remercie, c'est moi. Apparemment, la vitamine D fait problème pour un pays ensoleillé quand même. EPSP Illizi,
Shukran. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que la formation vous a apporté des solutions ou des réponses à des questions. Il y aura toujours des situations qui ne vont pas être abordées ou des situations qui sont différentes. Mais c'est comme ça. Moi, je vous remercie pour votre réaction et réactivité et pour vos questions. J'espère que ça a été bénéfique. Je vous dis moi aussi, صحة رمضانكم. إن شاء الله تصوموا بصحة ولنا. Madame Gougam, docteur Gougam, merci beaucoup, Madame Gougam aussi. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Non, apparemment, on a défilé, ça fait quand même 1 heure qu'on discute. Non, moi, j'ai tout défilé. J'espère qu'elles ont eu réponse aux attentes. Moi qui vous remercie. Je remercie Madame Gougam et tout le staff et toute l'équipe pour l'organisation de cette formation. Je vous souhaite les cours de mes étudiants. Je n'ai pas de site particulier, donc vous voulez le site de la fac de Bidin. Donc, je tiens à vous remercier.